Alors, pour la deuxième table ronde de la journée, je vais appeler sur scène à me rejoindre Myriam Daman, Galia Tapiero et Laurence Le Guen. Ça, les casques, vous n'avez pas besoin de ça. Hop. Normalement, c'est allumé. Ils vont allumer à distance. C'est bon, tout le monde est revenu. Vous avez bien mangé? Voilà. Bonjour, mesdames. Encore une table ronde de femmes. Hein. Je vais vous présenter rapidement et puis après, on va commencer à parler un peu de ce sujet passionnant. Quelles images pour raconter le monde aux enfants? Alors, Myriam Daman, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice en littérature jeunesse et chargée de mission sensibilisation et éducation au développement et à l'écologie à l'Agence française de développement. Laurence Le Guen, bonjour. Vous êtes la grande spécialiste de la photolittérature jeunesse. Vous êtes docteur en littérature française et chercheuse associée au laboratoire du CELAM à l'université de Rennes 2 et à l'université de Leuven et professeure de lettres en Loire-Atlantique. Vous êtes commissaire d'une exposition à la Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly qui s'intitule « Regarde, 150 ans de livres de photographie pour les enfants » qui va bientôt s'ouvrir. Donc ce sera du 1er mars au 31 mai 2024. Je vous invite à aller voir cette exposition. Galia Tapiero, bonjour. Vous êtes éditrice et vous avez fondé en 2007 la maison d'édition Kilowatt que vous dirigez et qui publie des livres documentaires à destination des enfants. Donc vous travaillez toutes les trois de façon extrêmement différente, avec des objectifs vraiment divers, mais néanmoins toutes les trois sur le rapport des enfants, lecteurs et lectrices, aux images qu'on leur montre. Galia Tapiero, pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi cette question de l'image, de l'illustration est essentielle dans votre métier d'éditrice? Il me semble que le métier d'éditrice ou d'éditeur, d'ailleurs, plus généralement, s'accompagne forcément d'une réflexion sur l'image. L'image en tant que représentation, une représentation de soi, de l'autre, de la nature, de la société, des animaux. Et on va forcément vers une réflexion de ce qu'on voudrait sur cette représentation. Moi, j'ai fondé Kilowatt, comme vous l'avez dit, en 2009. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans cette année. Effectivement, je publie particulièrement des documentaires qui sont une sorte de réflexion sur la société, notre comportement en société, notre manière d'habiter le monde. Ils sont illustrés. Ces illustrations sont donc une représentation de la société et s'accompagnent forcément de cette réflexion sur la société représentée dans le documentaire, dans ce livre de non-fiction, s'accompagne forcément de la réflexion de ce que moi je veux, avec l'illustrateur, illustratrice, ce qu'on souhaite représenter, ce qu'on souhaite voir au cœur de cette représentation. D'autant plus que les illustrations, en général, sont une autre narration, une autre manière de lire une histoire, de lire un documentaire. C'est une lecture parallèle où l'enfant est en totale autonomie, surtout pour ceux qui ont des difficultés de lecture. Il y a donc une grande importance donnée à cette image, à cette complémentarité, équilibre mot-image. Très bien. Laurence Le Guen, vous avez mis à jour et analysé dans votre thèse un corpus éditorial américain-européen allant des années 1860 à aujourd'hui, donc de livres avec des photographies. Pouvez-vous nous dire, dans les grandes lignes, en quoi photographie et littérature jeunesse sont historiquement et intimement liées? Alors,
On n'a pas l'impression comme ça que la photolittérature jeunesse soit très importante. Quand j'ai commencé mes recherches, mon directeur de thèse, Jean-Pierre Montier, professeur à Rennes 2, était persuadé que j'allais trouver 400-500 ouvrages photo-illustrés. Et en fait, c'est en milliers d'ouvrages qu'il se compte. La photographie, dès qu'elle a pu être intégrée dans le livre, à partir des années 1860, on va dire, elle a commencé à pas coloniser, mais à s'intéresser. Enfin, les photographes ont commencé à s'intéresser à tous les domaines de la littérature, et puis petit à petit tous les domaines de la littérature jeunesse. Donc évidemment, on en trouve dans les livres d'apprentissage, dans les livres de découverte du monde, dans les livres de catéchisme, dans les livres de propagande, les contes aussi. Enfin, toutes les catégories canoniques de la littérature jeunesse connaissent des livres photos illustrés. Et la photographie n'y a pas simplement un rôle d'illustration, mais elle y a un rôle très souvent équivalent de langage à celui de l'écriture, à celui des mots, en fait. Voilà. Donc depuis 1860, énormément de livres. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est dans beaucoup d'ouvrages, dans des imagiers, des documentaires, énormément. On a l'impression d'en voir partout. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Elle a eu vraiment aussi une histoire en dents de scie, avec des périodes phares, notamment dans les années 50, âge d'or du livre photo illustré pour enfants. Mais elle a subi un profond désamour et parfois un profond rejet carrément, et ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas en fait, mais alors qu'elle constitue un pan entier de l'histoire de la littérature jeunesse. On va regarder quelques images, quelques couvertures de livres que vous allez peut-être pouvoir nous replacer dans un contexte rapidement. Oui, imagier, un des premiers imagiers français, grand photographe français, donc Emmanuel Souget. Ce doit être le premier imagier français illustré par la photo. Voilà, on trouvera à l'exposition dans 3 semaines à la Maison Douaneau d'ailleurs, mais il est extrêmement rare. Celui-ci, c'est ce qu'on considère comme le premier ouvrage photo illustré pour enfants, 1866. Ce sont des versets de Christian Andersen, l'auteur des contes que tout le monde connaît, illustrés par les photographies du photographe de la cour du Danemark. Donc des petits versets. The First Picture Book, il a été suivi en 1932 du Second Picture Book. Il est réalisé par Edward Steichen, grand photographe américain de mode et publicitaire, en collaboration avec sa fille qui travaillait pour les mouvements progressistes d'éducation américains et qui considérait que la photo, le dessin dans le livre pour enfants, il y en avait marre, ça ne représentait pas la réalité et qu'il fallait absolument passer à la photo qui rendait bien mieux compte de la réalité. Et ce livre, je finis juste sur ce livre, il est le premier imagier américain et il a influencé tout un tas d'imagiers ensuite en Europe. Dominique Darbois, elle lance dans les années 50 aux éditions Nathan toute une collection d'ouvrages qui s'appellent Les enfants du monde, qui permettent aux enfants des années 50 de découvrir, les enfants des années 50 qui n'ont pas forcément la télé et qui ne voyagent pas, de découvrir la vie des enfants d'ailleurs. À l'époque, on a plein de collections pour découvrir la vie des enfants d'ailleurs, mais ce qui est exceptionnel dans cette collection, c'est que toute la maquette est pensée, tout le graphisme, les aplats de couleurs à l'intérieur, le détourage des photos, tout ça c'est pensé pour séduire l'enfant et puis pour construire un ouvrage qui soit séduisant et pas juste un documentaire. Donc dans la même série, Kai Ming, le petit pêcheur chinois, on remarque que même la typographie est pensée puisque le prénom de l'enfant est imprimé dans une typo qui peut rappeler des caractères asiatiques. Deux petits ours d'Ila, ça c'est une réédition par la maison Mémo, donc ma maison d'édition, d'un très gros succès des années 50 par la photographe animalière Ila, qui est une véritable star des deux côtés de l'Atlantique dans les années 50. Ça, c'est son plus gros succès. Enfin non, c'est son
deuxième ouvrage phare avec un autre ouvrage qu'elle a fait avec Jacques Prévert, Le Petit Lion. Et donc, les deux petits ours là ont été réédités il y a 2 ans par la maison d'édition Mémo. Alors, il faut savoir, parce que depuis tout à l'heure, je donne plein de noms de photographes, que des grands photographes de l'histoire ont participé à l'aventure de l'histoire de la photolittérature. Je vous parlais d'Emmanuel Souget, d'Edward Steichen, Cindy Sherman, que l'on connaît pour ses visages, ses travestissements et ses portraits photographiques, a réalisé cette adaptation photographique du Barbe Bleue, du conte Barbe Bleue. Le Saramoun, le petit chaperon rouge, le Saramoun, alors lui, il a fait couler le plus d'encre. Il a été primé à la foire de Bologne en 1985. Il a été publié également aux États-Unis, mais avec un avertissement de l'éditeur américain Angel with Care. Enfin, vraiment, c'était à prendre avec précaution. En fait, c'est l'adaptation par la grande photographe Sarah Moon du Petit Chaperon Rouge. Elle met en scène une petite fille qui est poursuivie une nuit dans les rues sombres d'une ville moderne. Et à la fin, elle est forcément croquée par le loup. Et cette séance de dévoration, en fait, est symbolisée par un lit au drap défait. Et Sarah Moon met en photographie toute la portée symbolique du conte, qui est plutôt un viol, en fait. Alors, Takashan et moi, c'est la dernière réédition des éditions Mémo. Il est tout frais, il est sorti pour le Salon de Montreuil. C'est une réédition d'un livre du grand photographe Eiko Ozoe, publié dans les années 60, si je ne me trompe pas. Ce photographe japonais a collaboré avec une autrice américaine à 3 ouvrages pour enfants. Donc, c'est un conte japonais. Ah oui, alors je vous disais, la photographie, elle a souvent été mise aussi au service des propagandes, surtout dans les périodes de montée du fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale chez nous. Donc là, c'est un abécédaire classique pour enfants. Il n'est pas si classique que ça parce qu'en fait, Pétain figure sur toutes les photographies. Voilà, et là, j'aime cette page, en fait. Les yeux, là, on comprend bien l'utilisation, l'usage qu'on peut faire de la photographie. Et tous les mots qui sont choisis, eh bien, ils sont en rapport avec l'univers de l'enfant, oui, mais avec les messages que l'on veut faire passer à l'époque. On illustre le mot drapeau, le mot patrie, le mot amour, amour en face de la photo du maréchal. Et quand le maréchal n'est pas sur les photos, eh bien, c'est la photo de son képi. Donc, il est quand même un peu là. Alphabet, c'est la photographie que l'on garde d'ailleurs pour l'affiche de l'exposition à la Maison Douaneau. Là, c'est un ouvrage du photographe Pierre Dac. Le vrai nom était Pierre Portelette. Il a publié de nombreux imagiers et petites histoires pour enfants illustrées avec des photos sur lesquelles on peut retrouver ses enfants. Sakatou, alors lui, je l'aime particulièrement parce que la journaliste Séverine, elle revient un peu, c'est une journaliste engagée, féministe. Et je l'aime particulièrement parce que lors de ma soutenance de thèse, un des membres du jury m'a dit vraiment, il n'était pas indispensable ce livre. Et d'ailleurs, il est oublié dans la bibliographie de Séverine. Mais ce membre du jury avait tort. En 1898, la journaliste Séverine, très connue à l'époque, publie dans un journal, le journal Mercure de France, un article dans lequel elle dit « La photographie dans le livre pour enfants, jamais, c'est horrible ». Et au creux de la vague, en 1903, elle publie un très bel ouvrage pour enfants avec des photographies de son chien. Et alors là, je ne vous ai pas mis les doubles pages intérieures, mais en 1903, on a peur de la photo dans le livre pour enfants. On a peur de la photographie dans le livre tout court. C'est plutôt réservé aux publications coquines ou aux très beaux livres. Et du coup, on voit à l'intérieur les doubles pages. Toutes les photographies sont entourées de colliers de perles ou de colliers de rubans. On prend d'immenses précautions bibliophiliques pour en faire un beau livre. Et voilà. C'est passionnant je peux en parler de pouvoir faire ce voyage dans le temps dans les livres illustrés par la photographie. On va y revenir. Myriam Daman,
Alors vous êtes autrice, donc vous écrivez, mais vous êtes très attentive à comment vos textes vont être mis en image, et souvent vous travaillez main dans la main avec des illustrateurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel rôle vous jouez dans les décisions visuelles qui concernent vos livres, et quel type de collaboration vous avez avec les illustrateurs ou illustratrices ? Oui, alors je vais essayer de raconter un petit peu comment ça se passe, en tout cas moi la façon que j'ai d'aborder ça. Déjà, donc je dessine pas du tout. Moi je fais vraiment que le texte. J'ai aucun talent pour le dessin, à mon grand désarroi. Pour autant, je pense que je fais quasiment que des textes illustrés, des albums, des bandes dessinées, des livres documentaires mais très illustrés. Et je pense que c'est l'étape du processus éditorial que je préfère. Celle où on va découvrir en fait les illustrations, et pour moi c'est vraiment essentiel, et souvent c'est des projets que je vais monter en amont avec le ou la dessinatrice, ce qui n'est pas forcément, d'après ce que j'en sais, moi j'ai pas un point de vue d'éditrice, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément souvent le cas, qu'il y a beaucoup de livres où le mariage entre guillemets est fait par l'éditeur. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup travailler dès en amont avec la personne avec qui on va faire ce livre, et l'intégrer autant que possible au processus d'écriture. Et je vois un petit peu aussi un parallèle avec l'écriture théâtrale, et que voilà, certains scénaristes ou certains auteurs de théâtre vont aussi créer des rôles pour tel acteur, telle actrice, avec son visage, sa voix en tête. Et moi, je vais avoir aussi un petit peu ça quelque part en voyant un projet, en ayant déjà un univers mental de à quoi ça va ressembler niveau illustration, même si évidemment, et c'est très très important de le rappeler, les illustrateurs et illustratrices ne sont pas des exécutants. Ils ne sont pas là pour... voilà, c'est vraiment une interprétation qui peut être très libre, très surprenante, m'entraîner dans des directions qui n'étaient pas du tout celles que j'avais anticipées, et c'est ça qui est super et qui est enthousiasmant et qui est riche. Et il y a tout un travail en fait d'écriture par couche. C'est-à-dire que moi, le texte n'est pas tout ficelé, immuable, gravé dans le marbre, et ensuite je le confierai à quelqu'un qui va juste exécuter un travail d'illustration. Au contraire, c'est un dialogue. On se répond l'un l'autre. Il y a tout un travail de réécriture qui est fait dans les albums au moment des crayonnés, puisqu'il y a plusieurs étapes. On a les recherches de personnages, des croquis, etc. Une étape qu'on appelle les crayonnés, où on va avoir un petit peu les scènes qui sont posées de manière souvent un petit peu plus simple avant la mise en couleur, et c'est un stade où le texte va bouger. Il y a toute une partie qui peut paraître redondante, être dans une forme de redite de ce que l'image va transmettre, donc on va couper à ce moment-là. Au contraire, on va pouvoir rebondir sur des propositions qui n'étaient pas celles que j'avais anticipées, et donc je vais appuyer certaines choses pour vraiment jouer la proposition de l'illustrateur, l'illustratrice. Donc il faut voir ça comme une espèce de processus assez mouvant, avec une écriture couche par couche par couche, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à quelque chose où on est hyper raccord, et où on arrive à danser l'un avec l'autre, texte, image. Et je trouve que c'est particulièrement marquant aussi dans tout ce qui est processus humoristique. Et là encore, moi je fais un parallèle avec la scène, la même blague écrite, si elle est jouée différemment, il y a le rire qui vient quand on met ce petit silence-là, cette intonation, et ça tombe complètement à plat si on a un jeu différent. Mais c'est un petit peu pareil avec le dessin. Donc il y a vraiment, et en particulier je trouve sur l'humoristique, quelque chose, une sorte de magie qui va s'opérer dans des ajustements, mais vraiment de micro-détails, pour que ça sonne juste, qu'on touche au cœur, ou au contraire, parfois c'est un petit peu raté. C'est intéressant ce mot de dialogue que vous employez. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on a entre les mains un livre pour enfants, qu'il y a un dialogue texte-image, et un bon livre pour enfants, à mon sens, doit faire dialoguer justement ces deux dimensions. Laurence Le Guen, justement, sur ces livres, sur ce dialogue entre le texte et l'image, justement, vous parliez des livres illustrés par des photographies qui a des vagues, voilà, de popularité, de rejet parfois. Est-ce que vous situerez aujourd'hui on est à quel endroit de la vague? J'ai le sentiment que les livres illustrés par des photos aujourd'hui sont quand même relativement minoritaires, surtout en fiction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est bien.
On a chez les éditeurs, chez de nombreux éditeurs, pas mal d'ouvrages photos illustrés. D'ailleurs, je reviens sur, vous disiez, cette collaboration. Le mot de photo-illustration, c'est en un seul mot, sans tirer au milieu. Moi, je ne parle pas de livre photo-illustré, hein, c'est vraiment, c'est de la photo-illustré. Le livre photographique, c'est vraiment un seul mot, la photo-illustrature. Donc, photolittérature, pardon. Est-ce qu'on est dans... Non, aujourd'hui, on est bien, on trouve des imagiers, on trouve des documentaires, on trouve aussi chez les éditeurs des ouvrages de fiction illustrés par la photo. Après, si vous posez la question à des éditeurs, Brigitte Morel, aux Grandes Personnes, par exemple, elle va vous dire que c'est difficile, que ça ne se vend pas bien, qu'elle donne sa chance quand même à plein de photographes et de livres photos, mais que ça ne se vend pas si bien. Et puis, il y a moins de méfiance qu'avant. Dans les années 80, c'était difficile. Là, maintenant, aujourd'hui, on en trouve plus facilement. Après, il y a encore une méconnaissance. Et mon travail de chercheur, c'est d'aller dans les colloques comme ça, d'aller donner des conférences, de présenter, de publier des articles régulièrement pour faire connaître tout ce pan de la photolittérature. Mais si, on est pas mal aujourd'hui par rapport à d'autres périodes. Après, c'est pas l'âge d'or des années 50 non plus, où là, tous les éditeurs avaient leur collection d'ouvrages photo illustrés. Et si je peux compléter, enfin, tout à l'heure, vous posiez la question à ma camarade de savoir comment, enfin, les photos, enfin, le dessin d'abord ou le texte d'abord. En photo-littérature, on peut avoir la collaboration à 4 mains pour la création d'un livre photo illustré. On peut avoir un texte qui existe d'abord et puis la photo vient illustrer voilà, le texte après coup. Ou ça peut être un photographe qui confie ses images à un écrivain ou un autre écrivain, et on n'a pas du tout le même livre. Et je prends juste l'exemple de la photographie là dont vous avez montré une des couvertures tout à l'heure, Les 2 petits ours. Quand elle a réalisé Le Petit Lion, elle a réalisé toute une série de photos d'un petit lion qu'elle élevait chez elle, aux grandes dames de ses voisins. Et elle a confié ses photos à Jacques Prévert, ça a donné Le Petit Lion. Et elle a confié ses photographies à Margaret Wise Brown, une autrice américaine, et ça n'a pas du tout donné la même histoire. Et après sa mort, on a continué à confier ses photos à d'autres écrivains qui sont venus apporter un autre texte sur des versions différentes. Donc voilà, c'était pour expliquer le processus de création d'un livre photo illustré. Oui, tout à fait. Mais ça pose vraiment la question aussi de la diversité des interprétations qu'on peut faire d'une même image. Et ça vient peut-être réajuster ce qu'on pourrait penser, parce que on pourrait se dire que les images, une photographie montre plus le réel qu'une illustration, d'une certaine façon. Or, c'est pas si simple. Je voudrais bien connaître votre opinion là-dessus, Galia, sur est-ce que dans le documentaire, par exemple, c'est un genre qui historiquement s'est beaucoup qui s'est retrouvé beaucoup illustré par des photographies, enfin photos illustrées. Excusez-moi, mais voilà, comme si quand on n'est plus dans la fiction, il fallait des photos pour représenter le réel, pour parler d'enjeux réels. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre pratique ? En publiant principalement des documentaires dès le départ de Kilowatt, j'avais surtout à cœur, moi, de faire des documentaires qui puissent justement ressembler à des albums. En fait, le texte est assez narratif et ils sont là illustrés en double page, pas forcément avec des petits focus, mais en double page à la manière d'album. J'avais assez envie qu'on puisse lire ces documentaires comme un album, en fait, qu'on puisse, on parlait ce matin, ou tout à l'heure, oui, ce matin, de l'émerveillement de la fiction,
qu'on puisse retrouver cet enchantement, émerveillement à travers la fiction. Moi, ça a été mon cas quand j'étais jeune. J'adorais lire les dictionnaires, et vraiment, les dictionnaires me procuraient un émerveillement invraisemblable. Donc bon, chacun sa petite fixette, hein. mais bon, j'adorais ça. J'ouvrais la page de l'encyclopédie, je tombais sur un truc, ça racontait des choses insensées. C'est quelque chose qui m'a émerveillée. Donc, pour moi, j'avais à cœur de faire vraiment du non-fiction illustré. Et puis après, je pense aussi que j'avais envie de faire de l'illustration plutôt que de la photographie, parce que ça a éloigné dans mon esprit le documentaire du parascolaire. Je ne voulais pas aller vers des documentaires qui soient associés. Ils sont utilisés à l'école, je sais, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec ces documentaires, mais je ne voulais pas qu'ils soient associés à un outil scolaire, ni forcément, enfin voilà, qui est une forte plus de poésie, et en même temps, en vous écoutant, je me rends compte que ça n'a absolument rien à voir. Et en vous écoutant à nouveau, je me dis en fait qu'il y a une méconnaissance. Une méconnaissance de ce qu'est la photo-illustration, qu'on pense à de la photo, quand on pense au documentaire, on pense à des photos qui vont déjà être faites, et on ne pense pas forcément à cette collaboration. Et donc voilà, il y a tout ça qui vient en compte. Ce qui ne m'a pas empêché de publier un album de Isabelle Simon avec de la photographie. Donc finalement, c'est rentré, mais je ne l'aurais pas forcément naturellement associé au documentaire. Oui, c'est d'ailleurs plus. J'ai pas d'image à montrer là, mais c'est d'ailleurs plus une fiction, cet album dont vous parlez. Oui, non, c'est tout à fait une fiction. Et pour moi, juste pour terminer, c'est que en fait, ces illustrations, je repense à ce que racontait à nouveau le parallèle avec la fiction, ce qu'évoquait Nathalie Séjean ce matin. L'illustration vient aussi parfois remplir des vides. Ce qui rejoint aussi ce que vient de dire Myriam dans cette collaboration, dialogue, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve même quand auteur et illustrateur ne travaillent pas ensemble. C'est quelque chose qu'on peut retrouver à travers... Enfin, c'est une partie de mon travail aussi, que de faire ça. Et parfois, il y a des vides qui sont remplis par l'illustration. Justement, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail d'exemples. Myriam Daman, vous l'avez là, en plus je vais pouvoir le montrer, vous avez écrit 10 idées reçues sur le climat, vous l'avez coécrit avec Charlotte Fleur-Christofari et publié chez Glénat. Pour ce livre, vous avez travaillé avec l'illustratrice Maureen Poignonnec. Qu'est-ce que dans ce livre, l'illustration a permis que la photographie ne pouvait pas illustrer ? Alors, le montrer. On va en voir des images aussi. Déjà, peut-être juste deux petits mots de contexte. Donc, ce livre, moi, c'est le seul livre de non-fiction que j'ai fait, qui rejoint un petit peu mes deux univers professionnels. Donc, parce que je suis autrice principalement plutôt dans l'univers du conte. Voilà, on va vraiment être dans la fiction. Et par ailleurs, donc, comme vous l'avez dit, je travaille à l'Agence française de développement. J'ai travaillé plusieurs années en tant qu'experte climat, et maintenant, je suis vraiment dans la sensibilisation et la transmission de connaissances auprès des jeunes citoyens français. Donc ça, je l'ai fait quand j'étais dans l'équipe climat, et c'était un petit peu faire se rencontrer mes deux univers. Ma co-autrice, c'est ma collègue dans l'équipe climat, et notre envie, c'était de parler de changement climatique. Moi, je baignais vraiment là-dedans, et c'était un moment dans la société où c'était un sujet qui montait, et où de plus en plus de questionnements, et donc voilà, ça paraissait assez naturel d'adresser le sujet dans un livre. Et Maureen, par ailleurs, comme je dis, je travaille souvent en amont avec mes dessinateurs et mes dessinatrices. Maureen, c'était le 3e livre qu'on fait ensemble. On a appris à se connaître, on s'est travaillé ensemble, et je sais qu'elle avait aussi une appétence très très forte pour ce sujet, que c'était quelque chose qu'elle portait de manière très sincère, très engagée. Donc voilà, c'était tout ça, c'était les petites graines de départ. Pourquoi l'illustration ? Pour deux choses, principalement. La première, c'est que, et j'avais mis des illustrations du livre L'art invisible de Scott McCloud, vous avez, qui montrait ça assez bien. Enfin, il avait mis en mots quelque chose que je ressentais confusément, qui est qu'en fait, quand on est dans l'illustration, et en particulier dans une illustration qui n'est pas, on va dire, trop dans un courant réaliste, il y a une forme de proximité
qui s'instaure avec le lecteur ou la lectrice. Ça arrive. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que c'est plus parlant quand il y a ces petits exemples où il montre deux visages et à quel point, en fait, quand on voit un visage sur une photo ou sur une illustration extrêmement réaliste, en fait, on voit le visage de quelqu'un d'autre. On voit le visage d'un personnage. Et plus on va aller vers un trait assez minimaliste, assez simplifié, plus, en fait, quelque part, il y a une projection et on se voit soi-même. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui était très intéressant. Je vais y revenir. On va le faire comme ça. Ouais, voilà, c'était celle d'avant. Voilà, donc voilà, il explique un visage très réaliste, on voit le visage de quelqu'un d'autre. Un visage extrêmement simpliste, là, il tire le trait. En fait, on se voit soi-même. Et donc, il explique que c'est pour ça que lui, dans sa BD, il a mis ce personnage assez comique, parce qu'on se projette beaucoup plus facilement. Alors, c'est un ouvrage qui est un petit peu ancien, donc il y a beaucoup d'objections, notamment sur le fait que ça marche quand même mieux quand on est un homme blanc, aussi identifié que... Mais globalement, en tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, sur le fait d'avoir un dessin qui permet une sorte de proximité avec les lecteurs. Moi, j'avais envie que c'est un livre sur le changement climatique, que mes lecteurs et mes lectrices se sentent concernés directement, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est quelque chose qui concernait les autres, qu'ils voient de loin, mais qu'il y a une forme d'implication assez directe. Donc ça, c'est le premier plan. Et le deuxième point, c'est que c'était quelque chose de beaucoup plus facile pour moi pour aller sur un domaine humoristique. L'illustration, elle permet d'amener de la fantaisie, d'amener une forme d'humour un peu absurde. Voilà, on parle de carottes glaciaires. Maureen, elle a dessiné une carotte en glace, et puis on explique avec une petite astérix que non, c'est pas ça une carotte glaciaire. Je fais tout un paragraphe sur les modèles climatiques du GIEC, voilà, quelque chose d'un petit peu technique. Et puis faire un petit dessin avec un ordinateur qui est nourri de données sur les océans et qui va faire ces grands calculs compliqués avec la scientifique qui lui donne la béquille. Ça permet un petit décalage qui vient apporter de la fantaisie, qui vient apporter de la respiration, et c'est beaucoup plus facile à faire, à mes yeux, en tout cas en tant qu'autrice, avec du dessin, parce qu'on peut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du fantastique, de l'imaginaire, etc. On a joué pas mal, vu le sujet... sur des petits clins d'œil à l'éco-anxiété, en disant oui, bon, ok, c'est un petit peu stressant ce qu'on vous raconte, mais je vais transformer tous mes auteurs climat préférés en animaux mignons, et puis ça sera plus kawaii, et ça passera mieux. Et voilà, et ça permet aussi d'avoir quelque chose, pour rebondir sur ce que disait Galia, de moins scolaire aussi, d'être pas dans le registre trop... sérieux, et voilà, d'éviter un petit peu cette confusion avec quelque chose qui serait vu comme un manuel scolaire. Donc c'est un petit peu ces deux gros axes que j'avais envie d'explorer. Très bien. Et du coup, Galia Tapiero, ce choix d'illustrer vos documentaires par des illustrations, vous en avez déjà un petit peu parlé, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec des images, des exemples visuels qu'on pourrait voir. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a dicté vos choix pour ces exemples-là ? Oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rejoindre ce qu'a dit Myriam. Il y a déjà une part, effectivement, d'humour, mais ça, on le verra plus tard. Là, c'est une image, une illustration qui vient du livre de Écrire quelle histoire, qui a été écrit par Loïc Legal et illustré par Karine Minsan. Là, en l'occurrence, il s'agissait de faire rentrer plusieurs éléments sur donc les idéogrammes chinois, mais de faire rentrer la tradition et la modernité, la calligraphie, et en même temps, à travers la coupe de cheveux de la personne, de pouvoir faire rentrer une certaine modernité. On le voit aussi, cet aspect-là, sur l'image, voilà, sur le Japon, donc de pouvoir rentrer à la fois la calligraphie au Japon, la partie traditionnelle, le kimono, mais le paravent, mais aussi des figures de manga, donc de manière à expliquer, à faire ressentir aussi cette idée de la calligraphie qui est toujours en actualité, qui existe, dont on peut retrouver les signes. Donc quelque chose qui est durable, qui va ajouter de la couleur, de la fantaisie. Et du coup, c'est quelque chose qui permet d'apporter
plus de notions, parfois justement, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ne sont pas forcément dites, mais qu'on a envie de faire comprendre ou de donner une ambiance. D'ailleurs, juste de manière anecdotique par rapport aux deux images, mais enfin, aucune importance, mais en ayant vendu les droits de ce livre en Chine, par exemple, l'éditeur chinois, lui, n'a pas voulu que la jeune femme ait cette coupe de cheveux. Il voulait absolument, enfin ça a été une bataille assez incessante parce qu'il voulait qu'elle ait le chignon traditionnel de cette époque, etc. Et de lui expliquer justement que si c'était la modernité, c'était pour faire comprendre que la tradition, enfin voilà, c'était quand même, eux ils l'ont vu comme quelque chose qui était choquant. Et puis après, ben voilà, là c'est une collection qui s'appelle Un jour ailleurs, et qui rapproche un événement historique et une fiction. Et à la fin de cette fiction, il y a un documentaire. Donc bon, très, on va dire plus traditionnellement, l'illustration ici dans ce documentaire permet d'alléger le documentaire, de donner des illustrations, des choses précises par rapport aux éléments qu'on est. Quand on parle du checkpoint, ben, ça permet aussi d'avoir une illustration de qu'est-ce que c'est, à ce à quoi ça représente. Et là, typiquement, ça revient à ce dont parlait Myriam, c'est-à-dire ce petit décalage. On est là sur la chute du mur de Berlin, sur une famille qui a été séparée et dont les grands-parents sont restés de l'autre côté. Et il explique, enfin, la mère explique à un moment donné que certains ont tenté de fuir parce que la vie est très compliquée de l'autre côté et que même certains ont décidé de creuser des tunnels, etc. Donc il y a un moment qui est douloureux dans cette histoire. Là, on est entre l'album et le documentaire. Et effectivement, ça permet ce décalage d'humour, de prendre au pied de la lettre quelque chose qui parfois est un peu abstrait, un peu loin, et dans le temps et dans la géographie. C'est aussi adoucir quelque chose de potentiellement violent. Là c'est adoucir. Pour moi, dans le documentaire, c'était rendre plus facile, accessible, ludique, quelque chose qui est de l'ordre peut-être un peu du concept et pour alléger cette notion et donner une autre lecture aussi de la société, de l'interprétation, de la manière dont on le fait. Et là, c'est effectivement pour adoucir un propos, le décaler, lui donner un petit peu de couleur quand, à un moment donné, le récit va être un petit peu plus douloureux. Et puis après, ça permet aussi parfois d'aborder, mais je crois qu'on le voit plus tard, je crois que là, dans cette série, c'est la dernière, d'aborder d'autres sujets, mais on y reviendra plus tard. On reviendra dessus, effectivement. Et cette question du réel, du rapport au réel, donc soit pouvoir le bouger, le modifier avec des illustrations. Finalement, Laurence Le Guen, est-ce que la photo-illustration permet exactement la même chose par moment, c'est-à-dire est-ce qu'on est parfois dans des représentations symboliques, est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples? On va peut-être en voir un petit peu, mais il faut que je revienne dans le PowerPoint. Est-ce que la photo, c'est forcément du réel? Alors, allez-y, dites-nous. Alors, elle a été utilisée, elle a été mise au service des apprentissages dès le début. On avait, dans les années 1880 et à suivre, des projections de photographie dans les villages, dans les écoles, pour accompagner toutes les leçons de sciences, les leçons de choses. Donc, oui, c'était le réel, elle représentait ce qu'il fallait connaître. Et puis, du coup, c'est ce qu'on retrouve dans les premiers imagiers des années 30 ou les imagiers aujourd'hui. Ce sont des photographies du réel. Des pommes sont des pommes. Mais les photographes des années 30 ou les photographes d'aujourd'hui sont assez subtils. Et dans les imagiers d'aujourd'hui, il y a des jeux entre les photos. Il y a des interrogations. Le texte vient parfois donner une autre lecture de ce qu'on croit voir sur l'image. Voilà, il y a
Et voilà, Claire D, les imagiers que qu'on trouve aujourd'hui aux grandes personnes, où la photographe joue avec les images photographiques, joue avec les graphismes, joue avec le texte qui va figurer sous les photos. Et là, la photographie se détache du réel pour laisser la place à l'imaginaire. Et puis, on sait aussi que la photographie, elle peut être l'objet de cadrage. Donc, il y a des choix faits par le photographe pour pas tout montrer. Il y a aussi des photomontages, des photocollages, beaucoup utilisés pendant les périodes de propagande. Donc, ce n'est pas forcément la réalité. Et puis, comme je vous disais, la légende vient donner à lire différemment une photographie. Donc, on peut, on colle pas forcément, ce n'est pas toujours la réalité. Ça, c'est intéressant. Tana Oban, elle a publié les premiers imagiers dans les années 70, enfin, non, pas les premiers imagiers, mais elle s'est intéressée à la façon dont les enfants voyaient le monde, les enfants américains à New York, et elle a joué avec tous les graphismes qu'on pouvait voir dans la rue pour donner une certaine représentation de la réalité et puis pour inciter les jeunes enfants à regarder le monde qui les entoure. Donc c'est une réalité, mais une réalité qui est choisie avec des cadrages particuliers, de façon à donner l'accent sur un point de vue ou un autre point de vue. Voilà, c'est une question de point de vue aussi, la photographie. Donc ça, c'est assez drôle. C'est Diplodocus, on en parlait tout à l'heure, le dernier ouvrage de Lucie Albon, Diplodocus, Murmure, où on joue avec la photographie et les graphismes. Ça, c'est une tendance très actuelle où on va retrouver photo mêlée au graphisme. Et pour le coup, il y a de la réalité, mais une réalité qui est enrichie avec des personnages, enrichie avec un texte et une certaine réalité qui est donnée à voir, quoi. On est loin des premières photos qui servaient à découvrir le monde et à lister le monde autour de nous, en fait. Ça, c'est extraordinaire. C'est le grand photographe. Enfin, tous mes livres sont absolument extraordinaires. J'ai un emballement pour la photolittérature. Le grand photographe Frank Horvat découvre Photoshop et Apple dans les années 90. C'est sa période où il réalise des séries qui s'appellent Mythologie, notamment. Et avec Photoshop, il se permet de créer des êtres fantastiques avec des corps d'animaux et des moitié humains, moitié animaux. Donc ça, c'est pour toutes ces séries photographiques. Et pour les enfants, il réalise Yao le chat botté. Donc c'est le chat botté, mais vu par Frank Horvat, parce que son chat s'appelle Yao. Donc il réutilise des décors qui viennent de ces séries photographiques sur les arbres ou ces reportages réalisés à l'opéra, ces photographies de paysans. Il photographie son chat. Alors sa fille m'a expliqué que en fait, les enfants de la famille tenaient un bout de bois avec au bout un morceau de viande. Et donc le chat se mettait sur ses pattes arrière. Donc on photographiait le chat. Après, la compagne de Frank Horvat Frank Horvat photographiait sa compagne avec un chapeau et des bottes. Ensuite, avec Photoshop, on pouvait détourer les bottes, détourer le chapeau, poser tout ça sur et sous le chat. Et voilà un chat qui est habillé. Donc, ce n'est pas la réalité, mais Photoshop permet tout. Et donc, voilà, la photographie, ce n'est pas forcément la réalité. On peut faire plein de choses avec la photographie. Dans les années 70, d'ailleurs, on lui a reproché à la photographie dans le livre pour enfants d'être trop réelle, trop brideuse d'imaginaire. Et il y a plein de livres qui viennent témoigner du contraire. Oui, bien sûr. Et je crois qu'aussi... Celui-là aussi, il est extraordinaire. Wegman, il a publié de nombreux imagiers et des réécritures, réadaptations des contes traditionnels avec ses chiens, le célèbre Man Ray et tous les petits descendants de Man Ray. Il a fait, donc là c'est le Chaperon rouge, mais il a fait aussi Cendrillon avec son chien, et tous les personnages du livre sont ses chiens ou d'autres animaux. Voilà. Donc ce n'est pas la réalité. Non, clairement pas. Enfin, ce serait... Vraiment pas.
Et j'ai l'impression qu'aussi, à l'heure où on a tous de plus en plus des téléphones qui nous permettent de tous prendre des photos tout le temps, c'est facile aussi de voir à quel point on ne prend pas tous les mêmes photos, et aussi à quel point prendre des photos, des belles photos, ou des photos artistiques, en tout cas, ça ne peut pas être juste ça, le réel, finalement. On ne peut pas juste capturer le réel, qu'il y a 1000 façons de le faire. Alors, on n'est pas tous talentueux avec notre portable, déjà, pour prendre des belles photos. Loin de là, justement. Et puis, encore une fois, c'est une question de cadrage, c'est une question de point de vue. Voilà, donc on a chacun notre bout de réalité, et on lira tous une photo différemment. Bien sûr. Alors depuis le début, là, on parle de photographie et d'illustration, comme si c'était deux choses différentes. On comprend là, en parlant, qu'évidemment, la photographie peut être une illustration, la photo-illustration, et que donc l'illustration n'est pas forcément dessinée, mais finalement, justement, c'est pas forcément... Les opposés n'est pas forcément la solution, finalement les frontières entre les deux sont très poreuses, comme on a pu le voir dans les exemples que vous montrez. Myriam Daman, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ces frontières poreuses, peut-être en nous montrant l'exemple d'un projet alors, il va falloir que j'y retourne. Je fais signe en régie. Je peux le faire directement. J'avais très envie de parler sur le sujet parce que ça me paraissait pertinent du travail de Julia Sarda, avec qui j'ai collaboré. Donc, c'est ce livre-là. Là, on change complètement d'univers. On est vraiment dans le conte, la fiction, pas du tout dans le monde réel. Pour autant, et je précise que je n'ai aucun mérite dans ce que je vais dire, c'est vraiment le travail de Julia Sarda, l'illustratrice, qui est un travail extrêmement référencé de deux façons différentes. À la fois, elle est très référencée dans l'illustration elle-même, puisqu'elle s'est beaucoup inspirée du travail d'illustrateurs classiques russes comme Ivan Bilibin, d'estampes japonaises, etc. Donc elle a un petit peu toutes ces références-là. Et en même temps, il y a un travail très intéressant, moi que j'ai découvert quand elle en a parlé, où elle allait piocher en fait pour un des personnages, c'est une jeune fille qui vit dans la forêt toute seule, et donc il va y avoir une rencontre avec un loup, et le conte est autour de ça. Et elle aurait pu vraiment partir sur une espèce de princesse de conte de fées, très éthérée, en robe blanche, etc. Et en fait, elle est allée chercher en se posant la question, mais c'est quoi une femme, une vraie femme qui vivrait dans la forêt toute seule? Et elle a trouvé l'histoire d'une écologiste, biologiste, écrivaine polonaise qui s'appelle Simona Kossak, qui est née au début des années 40 et qui a vécu 30 ans dans une petite maison sans électricité eau courante, vraiment perdue au milieu des bois. Et ça a nourri énormément son travail d'illustration. Donc là, là c'est la photo d'origine. Si on remonte, là on est au stade des crayonnés, donc vous voyez tout de suite à quel point elle est allée piocher, même dans la composition, mais aussi dans le genre d'objet qu'elle aurait chez elle, avec quoi elle travaille, elle file elle-même, la laine, etc., le genre de décoration qu'elle aurait chez elle. Donc elle est vraiment allée piocher dans le réel pour fondre tout ça dans l'illustration. Et j'avais mis ensuite l'illustration finale, où là, on a eu une réflexion qui était plus... et pour le coup, c'était une demande, parce que j'ai un co-auteur, donc c'était une demande de notre part, de voir le visage de ce personnage. Donc on trouvait qu'elle était un petit peu enfermée dans son coin, on ne voyait pas son visage. Donc on a demandé à changer la composition, et donc on s'éloigne un petit peu de la photo d'origine. La maison ressemble aussi énormément à l'illustration qu'on avait juste avant. On retrouve vraiment une ambiance. Il y avait une autre photo où c'était assez marquant, je ne sais pas si on l'a mise, avec les biches. Oui, voilà, donc là on voit les trois. Ça, c'est une des photos de Simona elle avait plus ou moins adopté une espèce de groupe de biches qui la suit. Et la dernière illustration du livre, c'est avec le loup, et on retrouve exactement la composition, l'arbre, etc. Et je trouve que c'est vraiment venu nourrir le travail de Julia. Et dans un registre très imaginaire, vraiment de contes, de fantastique, ça donne un ancrage beaucoup plus réel. On est dans quelque chose, la façon dont elle va s'habiller, les objets dont elle va s'entourer paraissent plus logiques, parce qu'il y a cet ancrage sur les choix
qu'a fait une réelle femme qui vivait dans ces conditions et où elle s'est basée sur les photographies. Donc on voit voilà, cette frontière très poreuse entre les deux modes d'expression. Oui, donc c'est finalement un travail d'iconographie, de documentation assez poussé qui permet d'aller illustrer le réel aussi. Galia, chez Kilowatt, justement, les illustrations pour les illustrations sous forme de dessin, vous permettent peut-être aussi des libertés que vous n'auriez pas autrement. On va regarder quelques exemples. Alors, effectivement, ça permet sur certains sujets moi, ça me permet de proposer une plus grande liberté à la fois interprétative et aussi une liberté des sujets. Il s'agit là de S'habiller, qui va paraître là au mois de mars-avril, et il est dans une collection qui s'appelle Histoire 2. Il a été écrit et illustré par Luna Deveau. Luna Deveau a fait des études d'abord de textile autour de la mode, puis elle a énormément voyagé pour aller étudier des ateliers dans différents pays, Europe, Asie et Afrique, voir le fonctionnement avec toute une réflexion sur l'habillement par rapport au genre, mais aussi toute la fabrication du vêtement par rapport à l'écologie. Et elle m'a donc proposé ce livre dans cette collection qui questionne nos comportements et sur l'impact qu'ont notre comportement sur la planète, sur la manière qu'on a d'habiter le monde et de vivre ensemble. Donc là, S'habiller. Il ne s'agit donc pas évidemment uniquement du vêtement, mais aussi sur ce que les habits disent de nous et notre manière de vivre. Et il y a donc cette page sur les sous-vêtements. Et je trouve que là, pour le coup, l'illustration qui permet à la fois, parce qu'il y a une petite partie diachronique, donc d'avoir ce personnage dans le fond qui est un peu, qui est historique, à la fois avoir des personnages de diverses origines et qui sont aussi en partie dénudés. C'est vrai que du coup, l'illustration permet à la fois un côté un petit peu amusant de cette proposition, les couleurs, un choix dans les couleurs, et puis une certaine mise à distance, parce que c'est vrai que dès qu'on aborde un petit peu la nudité, ou enfin sans vêtements forcément, alors qu'on parle simplement des différentes sortes de sous-vêtements et du corps, mais dès qu'on se met à aborder le corps, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus compliqué dans l'illustration jeunesse. Bon, là, effectivement, c'est sur ce que les vêtements peuvent revendiquer, de manière plutôt dans nos engagements politiques. Là, dans ce cas précis, ça permet de mettre plusieurs époques en parallèle et de les mettre ensemble. Mais je pense que c'est, j'espère, l'image qui est après. Ah non, c'était pas ça non plus. Bon, ah oui, c'était celle-là. Excuse-moi. Après, on peut revenir en arrière. Quand je parlais de nudité, je pensais à celle-là, puisque effectivement, dans S'habiller, il y a cette partie sur les sous-vêtements, et puis il y a aussi une partie sur le naturisme, sur la nudité. Certaines personnes choisissent le naturisme dans certains endroits, etc., etc. Bon. Je peux imaginer qu'en photographie, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Enfin, je repense entre autres à Sarah Moon, dont tu parlais. J'ai un exemple très concret, en fait. Oui. En ce moment, il y a une tendance, quelques éditeurs se lancent dans la réédition de beaux livres photographiques des années 50, 70. Et j'ai eu une discussion avec un éditeur qui souhaitait rééditer un ouvrage dans lequel il y a une petite fille nue sur une plage. On est dans les années 70. Et il y a vraiment une photo de la petite fille nue. Et l'éditrice n'a pas résolu ce problème de savoir est-ce qu'on va pouvoir rééditer le livre en conservant cette photo, ou bien est-ce qu'on va faire disparaître la photo. Voilà, c'est un vrai problème. On va pas, là, on peut pas montrer un enfant nu dans un livre. C'est ça, c'est exactement cette complication. Alors du coup, je pense que l'illustration, l'illustration de Luna a permis
et de cacher ce qu'on imaginait être nécessaire d'être caché, mais de quand même parler très clairement de nudité, de naturisme, avec des couleurs, avec une situation, un ajustement, un montage qui permet d'aborder des sujets parfois, voilà, comme exactement ce rapport sur le corps. Et à propos de la nudité, précédemment dans cette collection, je vais revenir tout de suite à cette... Non, c'était très bien. Je vais revenir dessus, mais je finissais juste par rapport à ce que vient de dire Laurence. Dans cette collection... Non, laisse l'image. C'était juste... Excuse-moi. Non, c'était juste pour répondre. Dans la collection, le titre précédent est sur Se laver, et en couverture, il y a un enfant de 2 ans qui est nu de dos, et donc on voit une petite paire de fesses. Très clairement, ça fait glousser, rigoler. Enfin, c'est la première chose qu'on remarque. Le sujet, c'est sur Se laver, mais tout le monde ne remarque que cette petite paire de fesses de cet enfant de 2 ans qui est vu de dos. Là, c'est une image sur le travestissement, parce qu'il y a une partie qui est sur le déguisement, donc le déguisement par rapport au carnaval, voilà, le carnaval ou un anniversaire, etc. Et puis, il y a cette partie aussi sur le travestissement, et effectivement, à nouveau, encore une juxtaposition d'époque, de genre, d'époque, etc. Il me semble que là, avec l'illustration, on a eu un peu plus de facilité avec le décor, avec la couleur, de pouvoir comme ça introduire ce sujet. C'est sûr que dans un livre pour enfants, mettre une vraie photo de Romain ou d'homme préhistorique, ça va être plus compliqué. C'est un peu compliqué, non, mais même par rapport au travestissement, je pense qu'il y a quand même un peu plus peut-être de distance ou d'acceptation. Je ne pense pas que ça pose de problème aux enfants, mais il y a beaucoup de parents et d'enseignants à qui ça va peut-être poser des questions, en tout cas. Donc voilà. Et puis, et après, ça permet pour moi aussi, toujours dans ce livre, juste celle d'avant, une plus grande facilité par rapport au concept. Mais là, on retrouve un peu l'idée qu'il y avait dans Écrire quelle histoire, c'est-à-dire que là, on est sur la pollution, le vêtement, la pollution, et ça permet d'expliquer, d'imager des concepts qui sont peut-être un petit peu compliqués, qui abordent des choses plus globales et qui, du coup, sont un peu plus abstraites pour les enfants. Donc, ça rend quelque chose de très... ça matérialise, d'une certaine manière, cette illustration. Et puis, ça permet aussi une vision de l'ailleurs, parce que une image de l'ailleurs avec malgré tout sa fantaisie, parce qu'il y a effectivement à Budapest ou dans certains pays du Nord cette géothermie là, enfin il s'agit entre autres de géothermie, et en même temps il y a des personnages qui viennent rajouter à droite à gauche, qui vont rajouter cette fantaisie qui n'est évidemment pas de l'ordre de l'imagination. Là, à nouveau, c'est sur un prochain titre qui va porter sur les frontières, sujet quand même haut complexe qui va sortir d'ici quelques mois. On est en train de travailler sur la maquette. Et là, on est vraiment aussi sur parfois des sujets qui sont un petit peu compliqués, comme les règles de frontières en mer, les distances, etc. On aurait pu aussi tout aussi bien partir pour des plus grands sur quelque chose comme de l'infographie. Mais voilà, l'illustration là permet de donner une information qui est à la fois très claire et à la fois très colorée, plus séduisante. Et du coup, même si on n'a pas envie de lire dans son intégralité le texte, on a quand même déjà une information qui vient compléter à travers l'illustration. Oui, un peu le même emploi que... Exactement, c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que disait Myriam par rapport à ça. Là, c'était plus un exemple. Oups, je pense que l'image est en RVB parce que c'est pas du tout les bonnes couleurs. mais bon, c'est pas grave, c'est de ma faute. Hein, j'ai dû donner la mauvaise photo. Là, c'est par rapport à justement tout ce qui était inclusion, genre, etc. Inclusion, genre, enfin voilà, c'était aussi montrer cette liberté, en fait, d'une facilité que peut donner l'illustration. Oui.
C'est vrai qu'on voit une grande diversité d'images et une grande diversité d'emploi de ces images. Là, ce que Galia vous dit, c'est qu'il y a cette possibilité de faire coexister des choses qui, dans la réalité, ne coexistent pas, mais que dans un documentaire, c'est aussi rendre accessible des concepts qui sont parfois complexes. Voilà. Après, la vraie question peut-être qu'on se pose, vu que le sujet quand même de la table ronde, c'est quelles images on donne à voir aux enfants, c'est les enfants, dans tout ça, comment est-ce qu'ils reçoivent les photos, les dessins, la photo-illustration, les illustrations dessinées. Et est-ce que, au final, pour eux, c'est si important ce choix-là? Est-ce que, Laurence, je vous vois acquiescer, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai une réponse scientifique à apporter. Alors, donc je vais la livrer tout de suite. Quand je faisais mes recherches de thèse, on a fait réaliser un test à Rennes, dans une école de Rennes, en compagnie du laboratoire Loustic. Ça tombait bien, c'était pour des enfants. Et donc on a écrit une histoire qu'on a fait illustrer simultanément par des graphismes et par la photographie. Et on a donné, mais vraiment avec un matériel scientifique, de mesures de lecture, enfin c'était sur tablette, de lecture, enfin de voir comment l'enfant tournait les pages, combien de temps il passait sur les illustrations, sur le texte, etc. Et les résultats ont montré que les enfants aiment autant les dessins que la photographie, pour des raisons différentes, mais ils aiment autant. Et que finalement, le problème de la photo dans le livre pour enfants vient des prescripteurs et des passeurs de livres. Mais les enfants aiment la photo dans le livre. Est-ce que... Oui, Galia? Je voulais juste rajouter, je pense qu'après, c'est aussi des questions de mode. Peut-être qu'en ce moment, on est dans une mode plus d'illustration, que la photographie revient. Et puis, un dernier peut-être élément, et on en a parlé tout à l'heure, c'est à vérifier, mais faire un livre de photos, ça a un coût. En fait, là, c'est l'éditrice ou l'entrepreneuse qui parle. C'est-à-dire que il y a un prix pas seulement du photographe, mais de la photogravure, de la mise en place de la photo. D'autant plus si on voulait de la photo couleur. Là, il y a beaucoup de photos noir et blanc. Et je pense que c'est un coût énorme. Alors peut-être que maintenant, avec Photoshop et avec tout ça, c'est quelque chose qui... je reviendrai sur cette notion de coût, mais je pense que ça aussi, c'est un facteur qui entre en compte. Mais vous parliez en même temps de cette mode plutôt récente de faire coexister aussi la photographie et le dessin dans des mêmes images. Peut-être que c'est la réponse à notre question, c'est que finalement, oui. Tout ça est très mouvant. Donc, c'est pas plus mal, finalement. Oui, tout à fait. C'est bien qu'ils se rejoignent et qu'on les classe plus chacune de leur côté, puisque les enfants aiment autant le dessin que la photo. Oui, c'est pas surprenant. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la richesse de ce qu'il leur est proposé. Peut-être, Myriam, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui, complètement. Sur la cohabitation photo et image, enfin photographie sur lesquelles on redessine des choses, moi, ça me fait penser, j'ai vu des actions de plaidoyer, notamment de l'ONG Action contre la faim, qui avait fait ça, qui communique à la fois en bande dessinée, en photographie, et puis ils avaient toute une campagne où c'était des photos et comme des cases de BD, mais sur les réseaux sociaux, et avec des personnages qui étaient dessinés au sein de ces photographies-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très vivant et qui est employé de multiples façons, et y compris aujourd'hui avec les outils comme Instagram, etc. Ça revient aussi comme un outil de sensibilisation de beaucoup d'associations et d'ONG. Et on ne sait pas encore de quoi seront faites les images de demain, donc c'est plein de promesses pour plus tard. Merci beaucoup. On va laisser un petit temps, on va prendre un petit temps pour les questions du public. Si vous avez des questions. On en a une ici, une là-haut. Alors, la première qui a le micro pourra poser sa question. Merci. C'est là-haut. Donc, l'image, c'est la porte d'entrée privilégiée pour l'enfant dans le livre. On dit communément lire un texte, regarder une image. On dit moins lire une image. Et comment vous expliquez ce déficit en pédagogie à la lecture de l'image ?
La réflexion est longue, je ne l'ai pas. Comme vous le disiez dans ma présentation tout à l'heure, je suis aussi professeure de lettres. Et je m'efforce de lutter contre cette ignorance par rapport à l'image, à la lecture de l'image, en utilisant le plus possible de photographie aussi pour accompagner mon propos, enfin pour parler de l'histoire de la photographie. Voilà, je pense qu'il y a eu des campagnes pendant un temps pour faire découvrir, enfin des classes photos aussi. C'est Jack Lang qui avait lancé ça, mais je ne sais plus comment s'appelait cette campagne, pour faire redécouvrir la photo dans les écoles. Je crois qu'elle souffre pas mal de déficits. Je pense que les enseignants ne sont pas formés non plus à la lecture de la photo. Ça ne fait pas partie de leur cursus. Moi, si j'en parle dans mes classes, c'est aussi parce que j'ai cette connaissance via ma recherche universitaire. Je ne sais pas à qui je parle, et donc voilà, je crois que c'est à chaque enseignant, s'il a un peu de goût pour l'image aussi, de transmettre cela. Mais on n'est pas formé pour en tant qu'enseignant, et voilà, on fait ce qu'on peut. C'est un apprentissage, c'est une expérience que de lire l'image, de savoir lire l'image, de pouvoir la décoder. Et là, enfin, comme disait Laurence, je pense qu'effectivement les enseignants ne sont pas formés pour, que ce soit la photo ou l'illustration, l'image en général. Oui, finalement, c'est très bien que ma question vienne après celle-ci, puisque je reste aussi sur la question de la réception. Effectivement, quelles sont les clés qu'on peut donner effectivement à l'enfant pour lui apprendre à décoder ces images, à les lire, à les intégrer dans sa compréhension du texte ou de l'histoire? Ça réfléchit. En fait, je cherche la personne qui était en train de poser la question. Voilà, c'était ça. Je pense qu'on peut lui donner des clés, mais moi, il me semble que les enfants, en tout cas par rapport à ceux auxquels je m'adresse, qui ont déjà 7-8 ans, ils ont déjà ces clés. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un sens de l'observation qui est parfois bien plus aigu que le nôtre, et ils sont en capacité parfois de comprendre ces images. Je ne sais pas si c'est une question de clé. Parfois, les images qu'on voit ne correspondent pas aux images mentales que nous avons, nous, en tant que lecteurs, par rapport à une représentation. Là, je parle dans le cas de documentaires, pas d'albums. Mais je pense qu'ils ont ces clés. C'est à force de voir des images et de cette expérience et de porter leur attention. Mais eux, naturellement, je pense que les enfants, naturellement, leur attention va vers les images plus que vers le texte. Si je peux peut-être compléter avec moi mon expérience personnelle de rencontres dans les classes, puisque en tant qu'autrice, on est amené souvent à faire des rencontres scolaires en marge des salons du livre ou voilà, avec les médiathèques, etc. Et c'est des choses que j'ai déjà faites, donc moi sur le volet texte, mais aussi parfois accompagnée par l'illustratrice ou l'illustrateur. Et j'ai l'impression que ce travail de raconter un petit peu la construction, un petit peu comme que j'ai essayé de faire là, moi je vais le faire sur le volet texte, c'est-à-dire que je vais dire voilà comment j'ai construit mon intrigue, voilà pourquoi il se passe ça à tel moment. Ce personnage-là, son prénom, il a une étymologie, j'ai fait des recherches et je voulais qu'il y ait une signification cachée, et peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave parce que moi je l'ai mis, et mes collègues illustrateurs et illustratrices vont faire le même travail de décortiquage, de dire alors voilà pourquoi j'ai choisi cette palette de couleurs, voilà mes croquis, comment mon personnage il a évolué, comment il s'est construit pour arriver à ça, c'est quoi ce qui a motivé mes différents choix sur ma palette de personnages, voilà les questions que je me suis posées sur la diversité, sur est-ce que c'était des filles, des garçons, etc., sur la façon dont on fait une composition, comment l'image elle est lisible, pas lisible, de montrer aussi les différentes étapes, donc ce que j'avais fait là avec les crayonnés, et puis qu'est-ce qu'on a décidé de changer ou de pas changer pour l'étape finale. Donc je pense que ce travail de médiation par les créateurs d'images peut aider justement à transmettre en fait toutes ces micro-choix invisibles aux enfants pour qu'ils comprennent en fait la complexité de tout ce qui peut être mis dans des images et qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Il y a une chose aussi, je vais encore
parler en tant que professeur, mais au collège notamment, au lycée, on leur apprend aussi à se méfier des fake news, aussi à la fois dans les discours, mais à la fois dans les photos. On leur montre que 2 légendes peuvent être collées à une photo. Et puis là, on leur montre aussi que l'intelligence artificielle peut créer des photos qui ne sont pour le coup pas du tout la réalité et qu'il faut qu'ils apprennent à s'en méfier. Donc ça fait partie aussi des apprentissages pour la lecture de l'image. Méfiez-vous, tout n'est pas vrai et il y a des interprétations possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en vois une. Le micro arrive. Oui, bonjour, merci pour cette table ronde très intéressante. Donc moi, j'aime beaucoup la photo et je découvre cet après-midi en fait ce champ disciplinaire de la photo-illustration. Et je vais corriger, c'est la photo-littérature. La photo n'est pas qu'illustration, c'est photo-littérature en fait. J'ai dû bugger un moment et donc il faut retenir que c'est photo-littérature. Ok, très bien. Et du coup, je prends conscience effectivement que dans les livres jeunesse que je rencontre, j'avais jamais remarqué effectivement que la photo était parfois si peu présente. Et je me demandais aussi, est-ce que la photo ne permet pas, enfin comment dire, que finalement la frontière de catégorisation d'ouvrages jeunesse, pas jeunesse, etc., elle ne permet pas d'affranchir ça parce que, par exemple, moi, je partage des livres entièrement photos, très narratifs, où il n'y a pas de texte avec mes enfants de 2-3 ans, alors que c'est peut-être des ouvrages plus adultes. Et il y a assez peu d'autres ouvrages où on partage autant dès la toute petite enfance. Par exemple, là, en ce moment, on regarde des livres de Charles Frégé et on se raconte plein d'histoires autour de ça. Et dès tout petit. Et cette photo, je trouve, elle permet ça de s'affranchir un peu de cette frontière aussi entre livre jeunesse, pas jeunesse, etc. Et livres photographiques pour enfants ou livres photographiques pour adultes. Dans le cadre de mes recherches, je mène de nombreuses interviews auprès des photographes ou auprès d'instituts qui valorisent la photographie auprès des enfants. J'ai interviewé dernièrement la responsable du service pédagogique de l'Institut de la photographie à Lille. Et il y a dans cet institut des ateliers pour amener les enfants à découvrir la photographie. Et ils ne passent pas du tout par des livres photos pour enfants. Ils se servent de leur fonds de livres photographiques pour faire découvrir la photo, provoquer l'émergence du langage et provoquer un débat entre tous les enfants qui sont sensibles à un point de la photo parce que ça répond à leur histoire ou à une thématique qui les intéresse et ne sont pas forcément des photographes pour enfants. Charles Frégé est un excellent exemple. Donc voilà, il y a des pratiques dans les instituts qui montrent qu'on peut passer par les livres soi-disant pour adultes pour faire passer la photo aux enfants, quoi. L'enfant est sensible à ce qu'il voit et il va être touché par ce qu'il concerne, par ce qui l'intrigue, par ce qui l'émeut, par différentes choses. Et différentes photos peuvent l'intéresser, pas spécialement de la photo faite pour lui. Et bien souvent, d'ailleurs, il y a des photographes qui utilisent leurs photos dans des livres pour enfants. Enfin, c'était pas destiné de base à figurer dans un livre photo pour enfants. Et le texte ou la sélection de photos, ou le montage qui va être fait, la maquette autour, vont en faire un livre pour enfants. Mais de base, les photos n'étaient pas du tout prises pour faire un livre photo pour enfants. J'ai de nombreux exemples en tête, dont Doisneau, dont Hergé Landau, qui, avec leur reportage, soit pour la transhumance de Doisneau ou en Mongolie pour Hergé Landau, ont fait des livres photos pour enfants ensuite en adaptant un texte. Mais là, je m'écarte un peu de votre question de base. Mais la question, oui, c'était on peut montrer des photos soi-disant pour adultes à des enfants et les émouvoir, les faire parler. Je crois qu'il y a une autre question, juste là. Oui, merci. Justement, pour rebondir sur la question de l'éducation à l'image, et en pensant aux tables rondes d'hier autour de démarches participatives et des co-créations qui incluent des enfants, je me demandais, enfin, je sais qu'il y a des livres
qui visent justement à l'éducation à l'image ou des démarches d'éducation à l'image qui justement sont participatives, mais on sort du champ du coup de la photolittérature. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des livres de photolittérature, par exemple, qui ont, dans lesquels il y a enfin, qui sont issus d'une démarche participative où les enfants ont pris part à la fabrication? Oui, il y a eu. Vous retrouverez sur mon site qui s'appelle Miniflit, consacré à la photolittérature jeunesse, plusieurs interviews de. Je fais de l'autopromo là. Plusieurs interviews d'instituts dans lesquels on a fait collaborer des enfants avec un photographe pour créer des livres, photolittéraires en fait. Donc ça existe, mais j'ai plus le nom en tête. C'est pour ça que je me réfère à mon site. Je peux vous les retrouver. Merci. Et vous donner l'information après. Je crois qu'il y a une question là-haut. Oui, bonjour. Moi, c'était plus un témoignage en écho avec ce que vous avez dit sur la nudité. J'avais récupéré il y a quelques mois un ouvrage magnifique avec des photos qui était peut-être plus pour adultes d'ailleurs, mais c'était un ouvrage noir et blanc avec des bébés. Et sur une page, il y avait un bébé qui tétait un sein. Et on voyait un bout de sein. Et je suis formatrice petite enfance, donc toute contente, je le montre à des étudiantes et à une ancienne étudiante qui est éducatrice de jeunes enfants en crèche et qui m'a dit « Ah non, non, ça, je ne peux pas l'amener à la crèche, je n'aurai pas le droit de le diffuser. » Et j'ai été estomaquée de voir cette vision-là. Il y a un bout de sein. C'était vraiment le Tartuffe caché ce sein que je ne saurais voir. Et je pense que peut-être si ça avait été illustré, ça serait passé mieux. Mais c'était un livre en noir et blanc, magnifique, mais il y avait un bout de sein, donc il ne pouvait pas rentrer en crèche. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Est-ce que vous voulez réagir ? Enfin, je ne suis pas étonnée. Après, je pense que c'est aussi culturel. Il y a des pays, par exemple, où ça ne... Enfin, entre autres au Japon, où moi, j'ai retrouvé plusieurs livres pour enfants avec en couverture des femmes qui allaitaient, des livres pour enfants avec des femmes qui allaitaient, dont on voyait clairement une partie du sein. Et ça passait très bien. C'est vrai qu'en France, on a un rapport à la représentation du corps, même quand elle est discrète. Et je pense que même en illustration, ça aurait été extrêmement compliqué. Mais encore une fois, c'est une question de période, je pense, parce que dans les années 30, on trouve des photos de bébés en train de mamans qui allaitent leur enfant. Dans les années 70, on trouve des petits-enfants nus sur les plages. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, non, on ne peut plus montrer... en France, aujourd'hui, en France. Après, ça reviendra peut-être. Voilà, ça dit beaucoup de notre société, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Très bien. Merci beaucoup alors. Et puis on fait une petite pause. On va se retrouver à je ne veux pas dire de bêtises, à 15h30, donc dans 7 minutes, pour la dernière table ronde de la journée.